Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maxime Gay, cofondateur et CEO de Cyborg. Salut Maxime, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu es cofondateur et CEO de Cyborg, qui est une plateforme de podcast s'appuyant sur la social faille. Et avant qu'on commence, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Salut, ben déjà tout d'abord, merci bien pour l'invitation. Pour faire très simple, donc, moi je m'appelle Maxime Gay. En effet, je suis cofondateur et CEO de Cyborg. Et Cyborg, donc, c'est un spin-off de Swissborg. Donc globalement, on développe une application mobile où on permet de référencer des Twitter Spaces, donc qui sont du contenu audio sur Twitter, et on leur donne une seconde vie en les référençant sur une interface similaire à Spotify. Et en plus de ça, on a forcément toute une grosse teneur Web3 où on va intégrer des protocoles comme Lens, par exemple, dont on pourra parler tout à l'heure si tu le souhaites. Et après, plein de features tout autour du Web3 pour donner plus de pouvoir aux créateurs de contenu, aux utilisateurs, et ainsi, enfin, et aussi améliorer la curation, parce qu'on est dans un monde où il y a énormément de contenu. On n'a pas le temps de tout regarder. Il y a beaucoup de contenu qui, des fois, n'est pas aussi pertinent. Et donc, du coup, on essaye de travailler sur ces thématiques-là aussi. Hmm. Et depuis quand tu t'intéresses à la crypto? Alors moi, je suis rentré dans l'écosystème en 2020, donc il faut savoir que de base, on faisait un petit peu d'immobilier avec mon père, et j'ai eu la chance bah, de rentrer dans l'écosystème investissement, et je me suis assez vite pris de passion par tout ce qui était gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise en général. Et donc en partant de l'immobilier, j'ai été à regarder globalement 2 grands domaines qui sont, donc les cryptomonnaies et le private equity. Donc c'est l'univers de tout ce qui est société non cotée en bourse. Et je me suis beaucoup intéressé dans ces 2 domaines dans lesquels je suis resté, où aujourd'hui j'ai à peu près 5 de mon temps qui part dans monter des deals sur des véhicules d'investissement, ce qu'on appelle des SPV. En fait, c'est des véhicules d'investissement où tu as un objet social très précis qui vont te permettre d'investir, par exemple, dans les rounds successifs d'une entreprise, etc. Et donc aujourd'hui, je suis directeur général d'un véhicule, co-gérant d'un deuxième, et là, on est en train d'en faire un troisième, ce coup-ci sur du minage de Bitcoin. Et donc ça, c'est à peu près 5 de mon temps. Et tout le reste, c'est consacré à l'écosystème Web3, où donc je suis arrivé en 2020, uniquement à des fins de diversification financière au début. Et par la suite, de manière professionnelle en 2023, où j'ai eu la chance de bosser pour Swissborg en tant qu'analyste là-bas. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir continuer Cyborg et qu'on se fasse raffilier par Swissborg. Ok. Et tu continues de faire ça avec ton père? Alors au niveau de l'immobilier, oui. Par contre, mon père, il n'est pas du tout dans la partie crypto-monnaie et private equity. Mais on continue à faire un petit peu d'immobilier, en effet, en famille. Et pourquoi tu t'es intéressé à la crypto? Tout simplement, je pense que j'avais dû tomber sur, je sais pas, je faisais des recherches pour, vraiment pour diversifier, le patrimoine, et globalement, je suis tombé sur, forcément tout ce qui va être bourse, private equity, et cetera. Et je suis tombé à ce moment-là en 2020, c'était, le dernier bull run 2020-2021. Et en fin de compte, ça s'est fait un peu comme ça. Je me suis renseigné, sur les réseaux, j'ai appris, et après j'ai pu continuer là-dedans. Hmm. Et quel était ton parcours avant la crypto et aussi avant Cyborg? Et donc, il faut savoir que moi, je suis globalement assez jeune. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis intéressé en fin de compte à la crypto-monnaie, j'ai eu la chance de pouvoir, en même temps, en fin de compte, de partir en prépa dans une école d'ingé informatique qui s'appelle EPITA, donc qui est aussi basée à Paris. Et en fin de compte, l'idée, c'était à la fois de lier l'aspect technique avec EPITA, donc vraiment comprendre comment la blockchain fonctionne, etc. Et de l'autre côté, avoir cet aspect très financier. Et il s'est trouvé qu'en fin de compte, bon, moi, j'ai eu d'autres opportunités entre-temps, notamment Swissborg, et cetera, qui ont fait que j'ai pris une pause dans mes études, et finalité, j'ai quitté mes études parce que du coup, de par ces opportunités-là, je me suis rendu compte en plus que, finalement, j'avais peut-être plus intérêt à suivre des traces, dans le Web3, plus du côté business que technique. Mais c'est très important pour moi, et ça m'a permis d'avoir la moitié de mes cofondateurs qui viennent aussi d'Epita. Donc c'était un très bon choix.
Mmh. Et comment tu as réussi à prendre contact avec Swissborg? Tout simplement en allant à un de leurs meet-up, donc de temps en temps, il y a des meet-up, là, ils en ont fait un, bah, récemment à Paris, ils en ont fait aussi en Suisse, en Angleterre, et dans d'autres pays, je crois même, et globalement, en fin de compte, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les fondateurs, notamment, Anthony. Ben, Anthony et Cyrus, mais principalement Anthony avec qui j'avais parlé à ce moment-là, et en fin de compte, on avait un petit peu discuté, et il se trouve qu'on avait échangé nos contacts et on a continué à discuter. Moi, à ce moment-là, je cherchais un peu un stage pour voir est-ce que vraiment je souhaite aller dans la crypto de façon professionnelle, et en fin de compte, ça a permis de répondre à cette question en allant travailler directement chez Swissborg. Et la réponse c'est, oui donc? Pour le moment, c'est bien parti, oui. OK. On parlait bah, tu parlais au début, de Cyborg, qui est ton projet vu que tu es CEO. Est-ce que tu peux expliquer au public, qu'est-ce que Cyborg? Ouais, très bien. Bah, comme je disais tout à l'heure, Cyborg, c'est une application mobile où, donc on référence des Twitter Spaces qui sont donc du contenu audio sur Twitter qui aujourd'hui est un format en fait, c'est du contenu qui est live. Ce contenu, il est très bien, c'est bien souvent là où on a beaucoup de news, quasiment les news en fait les plus proches de ce qui se passe en temps réel, et beaucoup d'alpha aussi dans ces spaces. Le problème, c'est qu'aujourd'hui ce contenu, il n'est pas répertorié, il n'est pas référencé une fois que le live est fini. Ce qui fait qu'en fin de compte, ces créateurs de contenu finissent par, bah, perdre en quelque sorte ce contenu parce qu'ils se perdent dans le feed Twitter, et donc ben, ça peut poser des problèmes en termes de monétisation. Puis même les gens pour découvrir ce contenu, ça devient de suite, assez vite compliqué, et donc nous, on référence ce contenu sur une application mobile, iOS, Android, et donc on a une interface similaire à Spotify qui permet de venir écouter ces spaces, de les référencer et cetera. Donc on leur donne une seconde vie, et comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a 2 gros pans en fin de compte quand on regarde chez Cyborg. Ça va être à la fois l'aspect comment on peut, améliorer, donner plus de pouvoir entre les fans et les créateurs. Donc là, on a des différentes features sur ça dont on pourrait parler, et le 2e axe, c'est l'aspect curation. Donc comment on peut faire gagner du temps aux gens, leur donner en fin de compte, leur montrer du contenu, leur recommander du contenu qui va leur plaire et qui va être pertinent par rapport à ce qu'eux regardent, et ça, en fin de compte, c'est super intéressant parce que, bah, on a notamment des outils comme le wallet où en fin de compte, c'est des nouvelles sources de données, et donc on peut s'appuyer sur, par exemple, le wallet et ce qu'on détient dans le wallet, par exemple certains tokens, certains NFT et cetera, et en fait faire des recommandations par rapport à ça. Et comment ça marche un peu plus concrètement? Parce que tu as dit que ça parlait, que ça parlait de Twitter Space. Est-ce que ça se mettait automatiquement ou c'est les gens qui publient, sur Cyborg? Alors, nous pour le moment tout est automatique, c'est-à-dire que, il y a, en gros on n'a pas besoin de changer l'expérience du créateur, quand lui il va publier du contenu et cetera. On vient directement se plug en fin de compte à Twitter, et on arrive à récupérer ce contenu, ce qui est très bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un créateur qui vienne sur notre app, qui change absolument tout son comportement, d'upload de contenu et cetera. Donc, pour le moment ça se fait tout seul, ouais. Et comment les gens ils sont rémunérés, à travers Cyborg? Vu qu'ils ont leur compte et que ça va automatiquement sur Cyborg, comment ils sont rémunérés? Ouais, bien sûr, tu parles au niveau des créateurs, tu veux dire? Ouais. Donc tout simplement, ce qui se passe, donc là, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, nous, ce qu'on a réellement, parce qu'on a une version d'app, qui est en bêta aujourd'hui, on a cet aspect en fin de compte où on référence les Twitter Spaces et cetera, on peut les écouter, et là justement, on rentrera dans une seconde phase où ça va être, bah, générer des revenus, et donc une partie de ces revenus va être redistribuée à ses créateurs, un peu comme Spotify fait avec une partie de ses revenus qui est distribuée aux créateurs. L'intérêt chez nous, c'est surtout d'améliorer la transparence à ce niveau-là, parce que si on regarde aujourd'hui, moi, je suis utilisateur de Spotify, je paye mon abonnement tous les mois. En vérité, je ne sais pas, sur ce que je paye, combien va aux créateurs que j'écoute. Est-ce que ça va aux créateurs que j'écoute? Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer cet aspect transparence, et donc en fin de compte, nous, tout simplement, il va y avoir une partie des revenus qui sera redistribuée, aux créateurs, et donc ça, par exemple, on le fait via notamment une feature, ce qui s'appelle, le proof of support, où l'idée, ça va être, tu vas avoir un utilisateur qui a des tokens, donc des tokens Cyborg, par exemple, et il va pouvoir déléguer ces tokens à un créateur, et ça va avoir 2 effets. Un, améliorer instantanément la visibilité du créateur au sein de l'application, et 2, en fin de compte, les revenus qui vont être distribués aux créateurs, eh ben, ils vont être distribués aussi en fonction des tokens délégués par la communauté. Et c'est, pour la transparence, ça sera quel, pourcentage?
de, de, Alors pour de donner l'argent aux créateurs et aux consommateurs? ouais. Pour le moment, on n'est pas fixé sur ça parce qu'il faut déjà donc on est comme je te disais là, on est en train de sortir l'app en bêta et donc en fin de compte, on doit déjà regarder, analyser un petit peu comment les utilisateurs se comportent et aussi, bah, ça va dépendre du montant des revenus parce qu'il faut quand même que la boîte ait au niveau des revenus quelque chose de quand même très sain pour pouvoir elle subsister et ensuite on va pouvoir, je pourrais donner des chiffres un peu plus précis, quoi. Et pour le moment, c'est un peu tôt. OK, et comment est-ce que tu as une idée de comment vous allez générer de l'argent avec des podcasts? Puisque, par exemple, Spotify, c'est à travers des pubs et cetera, et vous, ce sera de quelle manière? Ouais, bien sûr, bah, ça, du coup, c'est un point qui est vraiment super intéressant et la grosse différence qu'on a, en fin de compte, en général, entre le Web 2 et le Web 3, donc entre les applications plus traditionnelles, comme on connaît, qui ne touchent pas à la blockchain et à tout cet univers et nous, bah, c'est qu'en fin de compte, on s'ouvre un tout nouveau, enfin, en fait, à de nouveaux types de revenus. Typiquement, un des points qu'on va pouvoir avoir, ça va être tout ce qui va être microtransactions au sein de l'application. Exemple, je vais faire un type à un créateur, je vais pouvoir acheter certaines choses dans l'application et donc avoir une dynamique financière. Et en fin de compte, sur toutes ces microtransactions, nous, on va pouvoir prendre un cut et prendre un petit frais sur ces microtransactions. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ça va être notamment tout ce qui va être modèle de souscription comme on pourrait avoir sur Spotify, où l'idée, c'est comme on va proposer différentes features, il n'est pas impossible que certaines features soient bridées en version grand public et que si on veut aller plus loin et pousser un peu plus l'expérience utilisateur, à ce moment-là, on peut avoir des modèles premium au sein de l'application. Et après, bien sûr, on a un troisième point qui va être tout ce qui est service B2B, donc c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on peut apporter aux créateurs. Donc ça va être par exemple, si on prend toute la journée d'un créateur avec bah, par exemple euh, aller chercher un host, faire son contenu, distribuer ce contenu enfin tu vois, distribuer par exemple, mettre des shorts, etc., des vidéos sur TikTok, enfin ce genre de choses. Donc l'aspect communication jusqu'à trouver des partenaires pour monétiser le podcast. Si on découpe en fait toutes ces phases, la question c'est qu'est-ce que nous, Cyborg, on peut apporter et quels services on peut donner en fin de compte à ces créateurs. Et donc, si tu veux, demain, on va avoir des services B2B, par exemple, améliorer la visibilité au niveau communication, etc. Si par exemple, ça pourrait très bien être aussi mettre en relation des marques qui ont besoin de visibilité avec des créateurs qui, eux, cherchent des sponsors, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment ces 3 points, tout ce qui va être microtransactions, modèle de souscription, B2B, services et après derrière, aujourd'hui, on compte pas mettre de pub dans l'application. Maintenant, demain, à voir ce qu'on peut faire. En fin de compte, ça, c'est pareil, il va falloir qu'on regarde, le comportement des utilisateurs, mais à un certain moment, est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça fait sens de dire: «OK, si quelqu'un regarde des pubs, si quelqu'un accepte de dire: "OK, on utilise vos données"», est-ce que si on share, par exemple, une partie du revenu que lui pourrait nous générer, qu'un utilisateur pourrait nous générer grâce à ces datas, donc si on récupère les datas utilisateurs et qu'en fin de compte, on les utilise pour faire du revenu et que ce revenu, on le partage entre Cyborg et l'utilisateur. Voilà, à voir, ça peut être aussi des modèles intéressants à tester qui aujourd'hui n'existent pas ou peu et bon ça c'est toujours pareil, il faut qu'on avance un peu plus pour voir le comportement utilisateur, voir aussi ce que ce type de revenu pourrait représenter pour voir est-ce que ça fait sens. Parce que si je te distribue un centime, bon, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment le plus pertinent donc à voir. Mmh. Et qu'est-ce qui vous différencie des concurrents web 2 comme Spotify et Apple Podcasts? Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait des podcasts, pourquoi il devrait, publier sur Cyborg et pas sur Spotify ou Apple Podcasts? Ouais, bien sûr. Bah, c'est une excellente question. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier point, ça va être que, comme tu l'as très bien dit, Spotify et Apple Podcasts, ils sont très focus, bon, sur les podcasts. Pour Spotify, on a tout un aspect musical, et cetera, aussi à côté, mais principalement, ils vont proposer des podcasts. Nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, on focus déjà sur les Twitter Spaces, qui sont un type de contenu qui n'existe pas aujourd'hui sur Spotify et Apple Podcasts. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Demain, on va aussi intégrer des podcasts et peut-être d'autres contenus, d'autres plateformes où l'idée, ce serait est-ce qu'on ne pourrait pas finalement agréger différents contenus sur notre plateforme et apporter un layer, donc un niveau de curation supplémentaire pour donner ça aux gens. Et en fin de compte, bah, ça pareil, aujourd'hui, ça n'existe pas avec Spotify, Apple Podcast. Et surtout, il y a aucun lien avec le Web3. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui va être des features vraiment en lien avec le Web3 pour donner plus de pouvoir aux créateurs, aux utilisateurs, la transparence aussi supplémentaire.
comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'abonnement où aujourd'hui, finalement, je sais pas trop, qui est-ce que je paye sur Spotify, ce genre de choses. OK, et comment vous comptez renforcer l'engagement entre les, podcasteurs et les fans? Ouais, bien sûr et ben, donc plusieurs points. Aujourd'hui, si tu veux, on a une expérience qui se rapproche de l'expérience Spotify. Nous, notre vision à long terme, c'est de rajouter des features, bah, justement pour rapprocher ses fans et ses créateurs comme je te l'évoquais tout à l'heure avec, par exemple, le Proof of Support, où l'idée c'est: «OK, là, moi, je suis un utilisateur et je peux avoir un impact direct sur mon créateur en déléguant des tokens». Donc j'ai un impact sur sa visibilité, j'ai un impact sur aussi, ses revenus. Il y a différentes choses comme ça. Demain, si on va plus loin, est-ce qu'on peut intégrer, des espèces de clubs un petit peu à la Patreon pour améliorer, bah, les échanges et avoir des clubs privés, autour de certaines communautés? Tu vois, l'idée, ça va être d'améliorer ce point-là. Sur les Twitter Spaces, comme c'est un contenu qui est live, il n'y a pas forcément intérêt à ce que nous, on rajoute, des niveaux de commentaires et de communication derrière. Par contre, sur des podcasts, ça ferait beaucoup plus de sens, par exemple, d'ajouter un espace commentaire, d'ajouter des éléments pour avoir de l'interaction. Par exemple, on pourrait rajouter aussi des quêtes. Tu vois, c'est des choses où, bah, tiens, comment l'utilisateur, le fan, peut aider un créateur. À la fin d'un contenu, bah, ça pourrait avoir des quêtes qui pourraient renvoyer vers des partenaires de ce créateur. Ça pourrait être des quêtes un petit peu à la Zilif finalement, où l'idée ce serait de venir, de booster en fin de compte, le créateur et son contenu. Par exemple, aller tweeter, telle chose sur Twitter, faire ce genre de choses. Donc il y a plein, plein de possibilités, mais sur ça, c'est vraiment une vision qui viendra. Enfin, c'est des éléments qu'on va implémenter un peu plus tard parce qu'il faut déjà qu'on travaille sur notre base et les éléments principaux qui sont, comme je te le disais, des features comme le proof of support et des éléments de curation comme, tout ce qui va être recommandation basées sur ce que les gens détiennent dans leur wallet. Mmh, et tu parlais de quelques features. Quels sont, est-ce qu'il y a bah, est-ce que tu as une liste de toutes les features, de Cyborg? Ouais, bah, alors ce que je peux recommander aux gens si ça les intéresse d'avoir quelque chose d'un peu plus précis, on a un light paper, sur notre site web et sur nos réseaux sociaux où il y a un détail un peu plus complet de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a cet aspect où, bah, finalement, tu peux écouter tous ces spaces et cetera qui sont référencés et on travaille aujourd'hui sur, 2 features clés qui sont, bah, le proof of support, c'est-à-dire aller déléguer des tokens à un créateur pour améliorer leur visibilité dans l'application et aussi jouer sur leurs revenus. Et le deuxième point, ça va être tout ce qui est recommandations basées sur ce que les gens détiennent sur le wallet. Donc ça, c'est vraiment, les 2 features sur lesquelles on travaille. Après, on intègre aussi, tout à l'heure, je l'ai mentionné, on intègre le protocole Lens qui, eux, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un graphe social. Donc tout simplement, Lens permet d'avoir une représentation digitale de toutes les interactions qu'on a sur internet. Exemple, si on prend par exemple Twitter, c'est une forme de graphe social qui récupère nos followers, nos following, tous les posts qu'on fait, et cetera. Et donc ça forme un graphe social. Donc c'est l'ensemble des interactions sociales qu'on a sur Twitter. L'idée, c'est que Lens, c'est la même chose, sauf que les applications vont pouvoir venir se plug directement sur Lens, comme nous on fait. Ce qui a pour intérêt, par exemple, quand tu viens chez nous, quand tu vas te connecter, eh bien, tu vas pouvoir, par exemple, rentrer ton wallet, te connecter avec ton profil Lens et tu auras directement une photo de profil qui correspond à ton profil Lens, une bio qui correspond à ta bio Lens, et cetera. Donc, tu vas pas avoir à tout recréer. L'idée, c'est qu'on pense que, tu vois, ravoir un nouveau réseau social avec recréer un mot de passe, recréer, une biographie, ravoir une photo de profil et cetera. Aujourd'hui, c'est trop et c'est assez mauvais en termes d'expérience utilisateur et donc du coup, on a des outils sur tout ce qui va être même demain dans le web 3, tout ce qui est DID, donc c'est Decentralized Identity et cetera. Et en fin de compte, Lens fait partie pour nous de ce pan-là et donc on les intègre notamment pour cette raison. Mmh, et bah, j'ai remarqué que le projet, bah, il y a pas de choses, similaires, bah, des projets similaires. Est-ce que, toi et ton équipe, vous avez remarqué des limites, des problèmes que vous avez peut-être pas pu que vous pouvez pas trop résoudre ou que vous ne vous attendiez pas, par exemple? Alors déjà, je pense que tout problème a sa solution, même si des fois il faut prendre des Mmh. chemins un peu parallèles. Le point, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il y a pas d'application mobile qui permette de faire ce que nous, on fait. Maintenant, il y a des applications comme Web3 qui ont essayé de faire des choses. Je peux citer par exemple Fontaine au niveau des podcasts
où eux, ils sont vraiment axés sur les podcasts et sur essayer d'amener quelques features Web3 et hem, de la rémunération à des créateurs, et cetera. Après, dans le spectre SocialFi, qui est donc le mix entre les réseaux sociaux et la blockchain, il y a pas mal de choses qui se passent. J'ai parlé de Lens, on peut parler aussi de Farcaster, qui est l'homologue américain, si on peut dire ça comme ça, de Lens. Et derrière, en fin de compte, il y a énormément d'applications type des réseaux sociaux un peu à la Twitter-like, Instagram-like, etc., qui se build chez eux. Et donc nous, on a en effet un curseur un peu particulier parce qu'aujourd'hui, au niveau des spaces, pareil, je pourrais citer Superspace qui référence des spaces, mais sur internet, enfin voilà, sur un site internet classique. Donc nous, on est les seuls à faire ça vraiment sur application mobile. Et après, au niveau des features, on intègre plusieurs briques qui se passent sur Lens, sur différents endroits finalement. Mmh. Et j'avais aussi une question que j'ai pas évoquée, précédemment. C'est généralement quand on trouve des idées, pour créer une boîte et cetera, on tombe sur un problème et pour créer Seaboard, pourquoi tu as créé ce projet et comment tu es venu à l'idée de faire ça? La réalité, c'est que tout est parti de base d'un premier hackathon qui a eu lieu à Epita. Et en fin de compte, au début, le projet n'avait absolument rien à voir. Et si tu veux, je pense que tu tombes assez rarement sur une idée fixe et très claire dès le début. En tout cas, nous, c'était pas notre cas dès le début. On avait quelques idées, on avait des pistes, la rémunération avec des créateurs, etc. Il y avait pas mal de pistes. Et au final, en fait, c'est au fur et à mesure du temps où on a rencontré des personnes, on a rencontré notamment après Swissborg qui eux nous aident beaucoup sur une partie en fin de compte stratégie et vision d'entreprise, vision produit. Et finalement, en fin de compte avec eux, c'est là qu'on a peaufiné donc sur les podcasts, encore plus précisément donc sur les Twitter Spaces, où là on est plusieurs. Donc nous en interne, par exemple, on a notre CMO John, qui lui pareil avait une très bonne idée d'inclure les Twitter Spaces, d'inclure les Twitter Spaces. On a eu l'écho derrière avec Swissborg qui aussi avait un peu une idée similaire. Et donc finalement, bien souvent en parlant avec tous ces gens-là et nous en brainstormant en interne, on arrive à différentes idées et à se dire: «OK, finalement ça c'est pas mal». Et en fait, au bout d'un moment quand on a avancé, donc le premier point ça a été les podcasts et les Twitter Spaces. Et ensuite ça a été la spécuration, où en fait on se rend compte qu'il y a vraiment un gros besoin sur ça parce qu'aujourd'hui il y a du contenu vraiment à profusion, encore plus maintenant, tu vois? Si tu prends ChatGPT et cetera, tu peux poser toutes tes questions, il y a des réponses très, très précises. Le truc c'est encore faut-il savoir, quelles questions poser et encore faut-il faire le tri sur les informations qu'on donne. Et ça, c'est aussi vrai sur le contenu audio. Et donc, c'est pour ça qu'on attaque ce genre de choses. Mmh. Et je me disais, parce que tu parlais de aussi les podcasts deviennent de plus en plus, on va dire, à la mode, que beaucoup de personnes, écoutent et il y a pas mal de gros, comme Spotify, Apple Podcast et cetera. Pourquoi, vous voulez, c'est une question, c'est, pourquoi lancer un projet, de podcast, avec, d'aussi grands, concurrents? Est-ce que vous voulez toucher, une niche ou, vous voulez les concurrencer dans un domaine précis? Ouais, c'est une question très intéressante. Le point, c'est que aujourd'hui, en fin de compte, il faut savoir que s'il y a des startups, en fin de compte, qui arrivent, qui arrivent sur le marché, c'est tout simplement parce que toutes ces grosses entreprises, en effet, elles ont des parts de marché énormes. Le problème, c'est que si elles veulent itérer, avoir de nouvelles choses, créer de nouvelles features, ça prend énormément de temps et finalement, c'est un espèce de paquebot énorme à chaque fois à bouger pour chaque décision avec des problématiques, d'ordre légal et cetera. Enfin, il y a plein, plein de choses beaucoup plus complexes qui font que ça fait sens pour une startup d'arriver avec une nouvelle idée. Et en effet, peut-être que Spotify, Twitter pourraient intégrer certaines features que nous on a. Le problème, c'est qu'en fin de compte, la question se pose à un moment en fait, nous, on peut le faire beaucoup plus vite et sans avoir toutes les problématiques qu'eux ont à gérer. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça que ça fait sens en général et c'est pour ça qu'il y a énormément de startups. On l'a vu il y a quelques années avec tout ce qui est, fintech où finalement, tu as énormément de banques en ligne, qui sont arrivées. Et on peut se dire: «Oui, mais les banques auraient très bien pu faire la même chose». La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de startups dans cet univers des banques en ligne, soit qui se sont fait racheter, soit qui arrivent quand même à vivre et sont pas tout à fait en lien avec, des banques traditionnelles. Parce que justement, une banque, c'est très difficile à bouger, à évoluer. Et en fin de compte, c'est un peu le même pari que font toutes les startups, nous y compris. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite,
Nous, pour débuter, en effet, on commence sur une niche. On commence sur la niche des gens qui sont sur Twitter Space, enfin qui sont sur Twitter et qui écoutent des Spaces. Donc, c'est-à-dire, c'est déjà, Twitter, c'est le réseau social pour les gens du Web3 aujourd'hui et donc, nous, on vise les gens qui écoutent des Spaces, qui sont dans le Web3 et on fait ça pour eux pour débuter. Et dès qu'on aura acquis en fin de compte dès qu'on aura un minimum de market fit, là, on pourra ouvrir sur d'autres types de contenus et sur d'autres personnes et aller explorer d'autres choses. Mmh. Et comment, Swissborg vous aide dans votre développement? Comment il vous aide, Ouais, voilà? donc tout simplement, Swissborg, bah, globalement, ils ont pris des parts chez nous, donc on a une aide, financière, mais le plus important pour nous, en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de eux? Parce que finalement, bah, c'est une entreprise qui est là depuis, 2017. Ils ont fait plein de choses, ils ont une grosse communauté, ils continuent de travailler énormément. Il y a plein de choses à apprendre en termes de gestion d'entreprise, en termes de vision produit, de stratégie et donc globalement, ils vont avoir un rôle un petit peu d'advisor, si on peut dire, sur le produit, sur ce qu'on fait, sur la manière dont on va aussi gérer des équipes. Typiquement, il y a une personne de chez eux avec qui on a un call par semaine pour voir tout ce qui est, bah, gestion du temps, gestion des équipes, comment ça se passe, comment on fait ça en interne pour que ça marche bien, le recrutement et cetera. Donc ils nous aident sur tous ces aspects qui sont, bah, assez complexes et très importants pour mener à bien le projet et donc c'est principalement ça, les différents points et après si par exemple on a certains besoins très spécifiques, on peut aussi aller voir, bah, certains des employés et sur leur temps libre, certains peuvent nous aider sur certains points également. Mmh. Et chez Cyborg, vous êtes combien de personnes? Ouais, donc tout simplement chez Cyborg, déjà on est 4 cofondateurs de base, et aujourd'hui on est entre 7 et 10 entre les personnes qui sont full-time, part-time et cetera. OK. Et à quel stade est votre projet? On est encore relativement, un stade assez jeune en termes de développement de projet où, bah, là, tout simplement, on est en train de faire une levée de fonds. On a notre bêta de l'application mobile, qui est en train de sortir. Donc là, c'est vraiment on est encore au début, mais on se positionne tranquillement pour le bull run, qui arrive et ça devrait, bien se passer. Mmh. Et quelles sont, les prochaines étapes de Cyborg? Et ben, principalement, on pourrait diviser ça un petit peu en 2 parties. On va avoir la partie vraiment produit avec les features que je t'ai évoquées comme le proof of support, le wallet based recommendation, ce genre de choses où l'idée ça va être de mener ça à bien. On a aussi d'autres features qui sont dans le pipe dont je vais pas, parler pour le moment parce qu'on va attendre d'avoir quelque chose d'un peu plus concret. Mais globalement, il y a donc cet aspect produit avec des nouvelles features à développer. Et de l'autre côté, on va avoir, bah, l'aspect levée de fonds, partenariat, où là, bah, ça va être de faire notre de clôturer notre levée de fonds et bah, par la suite d'avoir plus de partenaires, de bénéficier d'un effet des réseaux et cetera. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec, Privy pour, ce qui est solution d'onboarding, où en fin de compte, les gens n'ont pas besoin d'avoir absolument un profil Lens ou un wallet pour venir utiliser notre application. Ils peuvent très bien connecter un compte Twitter, un compte Google très classique et avoir une expérience qui est aussi très bien dans l'application. Mmh. On parle souvent dans le monde de la crypto que, il y a un Twitter du Web3, un Google du Web3, un YouTube du Web3. Est-ce que vous voulez devenir un peu le Spotify du Web3? Je sais pas si on pourrait dire, si on pourrait dire ça comme ça, parce que globalement, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que le Web3, c'est une extension de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est le Web2 traditionnel, ou si on reprend peut-être pour ceux qui connaissent pas forcément, on parle de Web2, Web3, le Web pour reprendre, en fait, le Web1, c'était, bah, par exemple, dans les années 2000 où l'idée, on était, en tant qu'utilisateur, on était juste consommateur, c'est-à-dire on pouvait pratiquement rien faire à part consommer du contenu. Ensuite, on a eu l'arrivée de YouTube, de Facebook, et cetera, où là, on a pu commencer à nous écrire des choses. On voit Twitter avec, bah, du microblogging, et cetera. Donc là, on a cette notion de à la fois on consomme, mais à la fois on produit. Et en fait, le Web3, il y a une notion d'appartenance numérique et ça ouvre plein de nouvelles choses, bah, notamment avec la blockchain. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est le Spotify du Web3? Je ne pense pas parce qu'on est, en tout cas, on est en train de prendre une position qui est très particulière et qu'on ne connaît pas vraiment dans le web 2 parce qu'on utilise vraiment des nouveaux outils, notamment au niveau de la curation, ce genre de choses, des recommandations basées sur des nouveaux outils où ça existe pas vraiment dans le web 2. Donc je pense pas que nous comparer à Spotify, c'est forcément la bonne référence. Puis,
mais voilà, on verra. Peut-être qu'on trouvera un homonyme Web2. Bien sûr, bien sûr. C'était un peu une petite question piège. Je voulais aussi savoir, parce qu'en plus on a parlé juste avant l'appel, à quand les podcasts de Cryptosphère sur Cyborg? Donc tout simplement, comme je te disais aujourd'hui, pour la sortie, on focus sur, les spaces Twitter, mais on regarde aussi très attentivement comment on peut intégrer les podcasts classiques. Donc je vais pas m'avancer sur de dates, mais espérons que ouais, peut-être que d'ici fin d'année, on ira regarder du côté des podcasts plus traditionnels et voir ce qu'on peut faire et comment on intègre ça. Mais en tout cas, avec plaisir pour intégrer, le podcast, de Cryptosphère. Parfait. Et est-ce que tu as une anecdote à raconter durant ta période un peu entrepreneuriale depuis que tu dans la crypto? Alors, il se passe énormément de choses, hein. C'est un milieu qui bouge énormément. Déjà, la crypto fait que bouger. Nous, on a la chance de aussi se déplacer pas mal, d'aller à certains événements. Après, là, d'avoir une anecdote, très précise, hem, il y a plein de choses qui se passent. Après là, j'ai rien qui me vient à l'idée, vraiment très particulier en termes d'anecdotes. Après, oui, tu as toujours, dans l'écosystème crypto des soirées avec des moments aussi très agréables. Tu as, des gens des fois un peu aussi, disons, atypiques dans l'univers du Web3 où tu vas avoir des personnes, qui sont très, pro anon et donc la personne veulent pas dire leur nom ou quoi dans les événements et c'est vrai que c'est assez intéressant et je respecte tout à fait aussi ça, mais c'est vrai qu'il y a que dans le Web3 enfin, en tout cas, à ma connaissance, où tu vas voir ce genre de choses, où quelqu'un refuse de se présenter en disant: «Non, mais on verra quand on se sera vu quelques fois, je te dirai mon nom, mais pas maintenant». Donc non, il y a des choses assez atypiques et marrantes qui peuvent arriver dans le Web3, mais globalement, ouais, non, c'est un milieu, assez exceptionnel. Mmh, ça, je suis d'accord avec toi. Je sais que, comme tu l'as dit, précédemment, tu étais étudiant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, à un étudiant qui découvre la crypto? Premièrement, je pense que je conseillerais d'aller dans l'asso, Cryptosphère, ou si on n'a pas, de monter un pôle, de voir pour monter un pôle, Cryptosphère parce que donc moi-même, tu vois, dans mon école, dans l'école où j'étais, donc qui est Epita, on n'a pas de pôle, Cryptosphère. On avait la chance d'avoir quand même une asso, dédiée à la finance et à la blockchain, mais qui était un peu à part et maintenant j'ai pu rencontrer plein de gens de Cryptosphère et c'est vrai que c'est un réseau qui est vraiment, vraiment énorme. Tu vois, nous, on a eu la chance pareil de faire partie du Cryptosphère Accelerator qui est, mené par Jules, que je salue et remercie et finalement, en fin de compte, ça nous a ouvert plein de portes. On a pu rencontrer plein de gens de l'écosystème français. Donc définitivement, pour un étudiant, je dirais, aller consommer du contenu, sur internet, apprendre des nouvelles choses dans le Web3 parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, disons que les sources d'informations dans les écoles, au niveau du Web3, c'est assez limité dans le cursus traditionnel, donc il faut aller chercher ailleurs, sur internet. Maintenant, il y a énormément de contenu. Il y a des assos comme, Cryptosphère qui font ça aussi très bien et ouais, c'est clairement ce que je conseille, de se rapprocher de ces gens-là et d'aller dans des événements, rencontrer des gens. Si vous êtes à Paris, il y a énormément d'événements presque chaque semaine, donc allez-y et rencontrez des gens. Merci beaucoup pour la passe décisive et j'avais une dernière petite question. Est-ce que tu as un invité à conseiller pour un prochain épisode? Hem Mais bien, si tu arrives à avoir quelqu'un de chez Swissborg, je pense que ça peut être très intéressant. Je pense à Anthony ou Cyrus, qui ont des visions aussi très particulières et très intéressantes. Il y a aussi, en fait, il y a plein d'invités à qui je pense en réalité. Je Par exemple, Louis, le CEO de Xborg, qui est le la 1re spin-off de Swissborg, mais dans le gaming. C'est une personne qui est très intéressante et qui a une vision aussi qui est une personne assez jeune, mais qui a une vision qui est vraiment exceptionnelle, et ouais, je recommande vivement. Très bien. Merci beaucoup Maxime. N'hésitez pas à regarder, leurs projets de plus près, ils sont très actifs sur Twitter et n'hésitez pas à nous suivre aussi. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci pour l'invitation, à bientôt.